Sur la partie immobilier, ce que j'aimerais moi te demander, c'est comment ça complète ton activité liée à l'automobile. Est-ce que ça te prend beaucoup de temps? Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ça, nous dire qu'est-ce que ça représente en termes de charge de travail, le fait d'avoir un patrimoine immobilier qui s'évalue à quasiment 4 millions d'euros avec des locaux commerciaux, des appartements. Tu as aujourd'hui une vingtaine de biens en gestion. Comment ça se passe? Alors pour l'instant, ça se passe bien. Après, c'est des habitudes. Le début n'est pas compliqué, très simple, hein. On va prendre le journal, on va aller sur Internet, on va chercher un bien, on va l'acheter. On va regarder sa situation. Le plus important, c'est de savoir si on a envie de vivre dedans, hein. Souvent, on achète pour acheter, ça va être comme les voitures. On va acheter quelque chose avec un prix, mais on n'a pas envie de vivre dedans, donc ça ne sert à rien de l'acheter. Donc vous n'aurez pas de bons locataires, c'est pas du tip-top. Moi, ce que j'ai d'aujourd'hui, j'ai des locataires, sans me vanter, qui sont là, certains appartements depuis 6 ans, 9 ans, 12 ans. Donc j'ai pas trop de turnover. Ensuite, ça me prend pas énormément de temps, quoi. Je veux dire, je leur dis, une fois qu'ils rentrent, je dis, bah, le jour où vous voulez sortir, avant de m'envoyer le recommander, vous m'appelez, je garde les photos en avance, je les mets de côté. Je commence à mettre l'annonce et j'ai même pas de trou, quoi. Souvent, j'ai même pas un jour. Donc, ça se passe quand même très, très bien. Sur la partie logement, mais je pense Ouais. que tu as quand même un trou, comme tu dis, sur la partie locaux commerciaux, parce que tu en as aussi. Oui. Et là, je pense que, parce que moi, j'ai un local d'activité qui est disponible à la location que j'ai pas tout de suite loué, alors qu'effectivement, les appartements, ben, ça se loue très rapidement. C'est quoi les avantages inconvénients de l'immobilier type logement et l'immobilier destiné à professionnels? Alors, pour moi, je dirais déjà, il faut faire les deux. Ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que, ben, entre parenthèses, un bien commercial, c'est plus compliqué à vendre, hein. Quand vous avez un locataire à l'intérieur qui vous paye depuis des années, c'est lui déjà qui est prioritaire. Donc, ça va être un peu compliqué. Les studios, les appartements vont se vendre beaucoup plus rapidement. Tout ce qui est locaux commerciaux, il faut trouver, et ça c'est très compliqué, c'est comme tu dis, un très bon locataire et qui va payer. Mais par contre, vous pouvez l'avoir 20 ans, hein. J'en ai un là, juste à côté, ça fait 7 ans qu'il est dedans, hein. Son activité professionnelle fonctionne bien, il n'a pas besoin de plus grand. Donc c'est du récurrent. Après, ce qu'on a aussi, sur les locaux commerciaux, on a un indice au niveau de l'augmentation des loyers par an qui est très intéressant. Pour revenir sur ce que tu as dit, et toi, en fait, comme tu fais ça et que ça marche bien, tu t'en rends peut-être pas compte, mais moi, je m'en rends compte dans le sens où, dans les formations que j'ai suivies sur l'immobilier, etc., si tu veux, tout le monde, mais vraiment sans exception, sont focus sur la renta. Quelle est ta renta? Il faut faire du minimum 10-12%, etc., etc. Et toi, ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, la renta, c'est pas que tu t'en fous, mais tu vas pas chercher des rentas très élevées. Pourquoi? Parce que ces rentas qui sont élevées, c'est forcément sur des biens qui ne sont pas de qualité. Ça va être sur des immeubles de rapport qui sont dans une zone géographique qui est un petit peu reculée. Je veux dire, si tu as un immeuble de rapport composé de 10 logements, mais que c'est dans un village qui est très excentré et que tu n'as pas d'emploi, etc., c'est des biens déjà que tu vas avoir des difficultés, pour lesquels tu vas avoir des difficultés à trouver des locataires lors de la revente. Et ça, il faut aussi y penser, ben, ça va aussi être problématique. Et toi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu vas plutôt axer ton patrimoine, tes recherches et les biens que tu achètes, ça va être des biens de qualité qui sont forcément beaucoup plus liquides et tu ne vas pas être focus uniquement sur la renta. Exactement. Pour toi, c'est important d'avoir des biens qui sont bien placés. Les 3 règles de l'immobilier, c'est quoi? L'emplacement et l'emplacement. Voilà. Et ça, tu l'as bien compris. Exactement. Et en fait, quand tu achètes un emplacement, Ouais. c'est difficile de faire des grosses rentas.
toi, peut-être que j'ai vu un petit peu ton tableau avec toutes tes stats, ton cash flow, etc., etc. Je veux dire, c'est que des biens où tu vas être peut-être entre 7 et 10% au grand maximum. Exactement. Tu as même des biens sur lesquels tu as des rentas en dessous de 8%. Mais je veux dire, c'est pas que ça qui compte, quoi. Non, non, non. C'est un peu, alors je dirais que c'est compliqué et simple à la fois. Ça veut dire de toute façon, à partir du moment où vous allez acheter un bien, vous allez louer avec une petite renta, comme tu dis, toi tu estimes qu'une petite renta c'est 8. La personne, par exemple, va rester 2, 3, 4, 5 ans dedans. Moi, personnellement, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas les moyens, malheureusement, d'augmenter les loyers chaque année, à part tout ce qui est local commercial. Donc, dès que la personne va sortir, je vais de nouveau aller, je vais sur Internet, je vais regarder le prix du marché et là, par contre, je vais augmenter. Donc là, je vais monter par exemple à 10 ou 12%. Ça t'est arrivé comme ça Ça, c'est m'est arrivé, oui, sur un logement par exemple où j'étais à 690 € et je suis monté à 990, ce qui est énorme. Donc ça fait une augmentation de plus de 30%, quoi. Ouais, sur un appartement, c'est un beau loyer, quoi. C'est un beau loyer, tout à fait 1000 €, ouais, 990. Ouais. Malgré que tu ne cherches pas des rentas très élevés, toi, deux questions. En moyenne, sur quelle durée tu finances tes biens, même si tu génères pas forcément de cash flow positif, est-ce que tu arrives à autofinancer Oui, alors j'ai un système aussi que j'ai 2 holdings, donc c'est un peu une toile d'araignée un peu compliquée et simple à la fois. Donc dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu as des holdings qui chapeautent tes Oui. différentes SCI? Exactement, tout à fait, oui. Et j'ai le restaurant aussi qui est greffé à une holding. Donc quand le restaurant fait du cash, ça monte dans la holding et ça peut être réparti dans les appartements aussi, quoi. C'est l'intérêt de la holding. Exactement. Et toi, du coup, tu as deux holdings parce que tu as une holding business et une holding immobilier? C'est 2 immobiliers. Ok. C'est 2, et une c'est business aussi, donc qui est rattachée au restaurant, quoi. Et en fait, finalement, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop ce sujet, si vous voulez, quand vous avez une société qui génère du cash, une société commerciale, et que vous avez de l'intérêt pour l'immobilier, bah, souvent, vous avez besoin de mettre de l'apport. Exactement. Je pense que c'est pareil. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vendeurs de rêves qui disent qu'on peut encore aujourd'hui financer des biens à 110%. Donc, le prix du bien plus encore les frais de notaire, etc. Ça, c'est quelque chose que toi, tu n'as pas fait, je crois. Non, aujourd'hui, les banques sont un peu plus frileuses. Moi, je paye juste les frais de notaire au jour d'aujourd'hui. Voilà, Ça veut en dire apport. en apport. Ouais. Après, ça c'est possible. C'est pas quelque chose qui va être lourd sur un bien, par exemple, qui coûte 100 000 €. Donc, ça va faire 7 500 € à sortir. Et du coup, cet apport-là, Oui, au lieu de le prendre en dividende de ta société commerciale Exactement. et de payer une flat tax de 30%, exactement. tu vas éviter ça, tu vas les remonter dans ta société holding, Tout à fait. qui va redescendre donc les fonds vers cette SCI, et du coup, ben, tu économises des impôts du coup. Exactement, oui. Tu fais aussi de la location saisonnière avec Booking et tu utilises une autre plateforme pour la maison Airbnb. Corse et Airbnb. Airbnb, en fait, quand on a une maison avec une piscine sur 14 arts qui est magnifique au port, à côté du port de Porto Vecchio. Je te demande pas ton prix d'achat, mais c'est une maison qui est estimée à quel prix aujourd'hui? 2 millions d'euros. Ok, avec les travaux que tu as fait, Ouais. que tu as menés parfaitement, tu es parti sur place. Ça, il faut en parler Ouais, en aussi, parce que immersion, ouais. c'est- Ouais, c'est- oui. Moi, j'ai construit une maison. Mm. Ça m'a coûté vraiment un bras. Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as mené ça? En fait, la maison, il y avait un petit peu de travaux à faire. Il y avait un peu de travaux, oui. Alors nous, ça fait déjà avec ma femme, ça fait des années qu'on part en vacances en Corse. C'est vraiment, c'est magique. T'aimes bien? Ah, j'adore, ouais. Porto Vecchio. Porto Vecchio, Santa Giulia, c'est beau, quoi. J'ai mes amis maintenant là-bas. C'est extraordinaire, quoi. Tu vas bientôt m'inviter? Ah, mais ça, c'est quand tu veux. C'est prévu, hein. Et on a trouvé cette maison, on avait trouvé une autre à la base. Et ensuite, il y avait pas mal de travaux à faire, mais qu'on a éventuellement sous-évalué. Et j'ai un ami, Thierry, qui était marchand de biens et qui fait beaucoup d'agencement intérieur. Et j'ai demandé ses conseils, il est venu, j'ai eu la chance qu'il vienne sur place 1 mois et demi, nous accompagner dans ses travaux. Et un autre ami, Victor, un plâtrier. Un peintre nous a rejoints et ensuite on a pris beaucoup de sociétés à corps sur place. Par contre, j'étais en immersion 3 mois.
Non-stop. Sur place, non-stop. Alors non-stop, c'est violent, hein. C'est entre 12 et 14 heures par jour. Et samedi, dimanche compris, quoi. Donc j'ai donné beaucoup de ma personne, quoi. Mais ça a payé dans le sens Ça a où payé. aujourd'hui, ça t'aurait coûté combien en plus le fait de prendre voilà, des artisans Je pense 200 000 euros facile. en plus Ouais. d'économies que tu as réalisées? D'économie, oui. Et de temps aussi, surtout le temps. Parce que le temps joue dans la location. Bah oui, c'est À ça. partir du moment où le financement, c'est des gros Ouais. financements, c'est des gros montants. Donc la banque va dire, bon bah voilà. Là, en 3 mois, c'était bouclé. Là, en 3 mois, c'était bouclé. On a loué au bout de 6 mois. Donc on était pile poil au niveau des premières mensualités complètes parce qu'on a payé au départ les intérêts, quoi. Et là, c'est la deuxième année, ça commence à bien fonctionner. On n'est pas encore lissé parce qu'on a beaucoup, beaucoup de frais. Par contre, l'avantage qu'on a, c'est que tous les mois, on part un mois avec mon épouse. Ça, c'est plaisant. Ça, c'est magique. Ça. Ouais. C'est l'aboutissement, ça. C'est beau, quoi. Et en plus, j'ai acheté un bateau cet été là-bas et j'ai passé le permis bateau en 1 semaine. Donc, Félicitations. merci, ouais, c'est beau, ça. Ah, il est beau ton bateau, franchement. Bah, tu t'intéresses à beaucoup de choses. Et le nautisme, moi personnellement, c'est vraiment un rêve de gosse. Je veux dire, avoir son bateau, c'est l'étape ultime, je dirais, d'une personne qui a de la réussite dans ses finances, dans sa carrière, etc. Et bah, tu le mérites parce que voilà, tu es une belle personne. Merci. Tu as toujours fait les choses bien. Et je suis content pour toi. En dehors de ça, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe par rapport à la location saisonnière, avantages, inconvénients? Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire en termes de location, quels sont les revenus que tu as générés avec cette maison sur le mois d'août qui vient de s'écouler? Là, on est le 1er septembre, je ne sais pas si tu as l'info ou pas. Alors, grosso modo, sur la maison, on est à 1 300 euros par jour avec 11 couchages. Et on a eu 3 jours de libre. Et 3 jours sur 30 jours? Ouais, en août, ouais. En août, il y a une forte demande. Donc, on tu as a 90% de taux de remplissage. Ouais, c'est énorme, ouais. Ouais, on a aussi un F3, tu n'en as pas parlé, mais on a aussi, en fin de compte, on a 2 villas. Et le F3 a un jacuzzi, ils n'ont pas accès à la piscine. Donc celui-là, il a un peu plus de mal à prendre, on a un peu baissé le prix. Mais il est super sympa aussi, quoi. Tu es à quel tarif pour le F3? Ah, le F3, là, on est à moitié prix, on doit être dans les 400, 500 par jour avec 7 couchages. Mais je pense que les gens vont faire le calcul. Tu as dit que c'était la nuitée 1000 euros? 1 300 euros. Après, c'est du grand luxe, hein. Il y a des télés dans chaque chambre, il y a la Wi-Fi, la piscine, elle est gigantesque. On est sur 14 arts, quoi. C'est exceptionnel, quoi. Et encore une fois, tu as respecté la règle primordiale, les 3 règles avec l'emplacement. Alors, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'en Corse, quand vous allez partir en vacances, vous allez toujours être tributaire de votre voiture. Parce que vous êtes toujours obligé de vous déplacer à gauche, à droite, etc. Là, non. On est au centre. On est au port de Porto Vecchio. Donc, pour moi, qui est le mini Saint-Tropez de la Corse, le triangle d'or, comme on appelle ça. Et là, vous pouvez tout faire à pied. Il y a des bus. Le soir, vous pouvez partir à pied à 100 mètres. Il y a les restaurants au port. Donc, c'est très simple. La vieille ville, c'est 10 minutes à pied. Donc ça, par contre, c'est pépite, quoi. Ça vaut de l'or. Ouais, il y a le casino. Si vous voulez faire vos courses, il est à 2 minutes. Hein. Bon, mes chers amis, on mettra dans la description de cette vidéo le lien Booking ou Airbnb. Belle, c'est une villa vraiment de luxe. Elle est magnifique. Si vous voulez faire des vacances en Corse, vous savez où loger. Ça, c'est bien. Merci. La prochaine question, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut diversifier, un petit peu comme toi, ses actifs, se diversifier un petit peu de son activité automobile? Qu'est-ce que toi, tu as fait? On a parlé d'immobilier. Exact. Mais en dehors de ça, est-ce que tu as des conseils à donner Alors moi, j'ai essayé la bourse, hein, comme tout le monde, je pense. On essaye toujours de faire des choses, mais malheureusement, on ne comprend pas. C'est quelque chose de compliqué comme la crypto-monnaie. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc ça peut être des leviers qui vont être fulgurants. On peut gagner beaucoup d'argent et on peut perdre énormément. Moi, j'ai perdu beaucoup. Hein. J'ai acheté une action qui était à l'époque à 13 euros, aujourd'hui à 1,50 €. Hein. J'ai placé 150 000 euros. Voilà. Donc de 150 000, je suis passé à 11 500 euros. Énorme.
Là, ouais, c'est énorme. Ouais. Là, c'est la grosse claque. Voilà, c'est... Voilà. C'est quand on veut aller trop vite. On pense qu'on sait, on lit des choses, on est intéressé, mais on ne maîtrise pas. Tu déconseilles la bourse aujourd'hui? Oui, je pense, oui. Après, il y en a peut-être qui ont réussi, hein, tant mieux, mais j'en doute. Moi, j'avais aussi investi un petit peu d'argent. Bon, dans une moindre mesure, c'était 10 000 euros que j'avais mis dans un robot de trading. Et en fait, il faut comprendre qu'à un moment donné, quand vous avez un retour sur investissement qui est trop rapide et trop intéressant, Ouais, bah, c'est trop beau pour être vrai. c'est trop beau, exactement. Et là, le robot, il a scammé, et du coup, c'est une perte de 10 000 euros. Là, toi, tu viens de nous raconter un petit peu ton anecdote avec la bourse. Je pense qu'il faut quand même maîtriser ce qu'on fait. Exactement. Et la bourse, ben, on n'est pas maître du cours de l'action dans laquelle on investit. Et c'est vrai que ça peut coûter cher, contrairement à l'immobilier, où là, je pense que tu me rejoins sur le fait que c'est quand même plus sûr, la pierre. Ah, c'est sécu à fond, ça c'est clair, net et précis. Donc toi, tu as ton restaurant, tu as une activité commerciale avec l'achat-revente de voitures, et tu as de l'immobilier. Exactement. Tu fais de la location saisonnière et tu fais du locatif avec tes appartements. Et clairement, ça paye, quoi. En fin de compte, je reviens au début, parce qu'au début, il me fallait de la trésorerie pour les voitures. Et ensuite, quand j'ai eu cette trésorerie, j'ai eu aussi ce cash, j'ai pu investir dans l'immobilier. Ensuite, on a pu acheter le restaurant aussi, donc ce qui était sympa. Et maintenant, ce qui est bizarre, c'est dès que je fais du cash, que ce soit par exemple souvent sur le restaurant ou dans l'immobilier, lors d'une vente, je prends tout cet argent et je le mets, j'achète des voitures, quoi. Parce que en bourse, par exemple, là, j'ai placé 150 000 euros. J'aurais acheté une voiture à 150 000 euros. Au bout de 6 mois, elle ne va pas valoir 11 500 euros. Hein. Ça, c'est clair. C'est un bel exemple, ça. Voilà, et ce qui me permet aussi d'accéder à des voitures qui sont de luxe. Exclusive. Ouais, exclusives, quoi. Tu penses que l'automobile aujourd'hui, c'est une manière de créer de la richesse et de faire de la rentabilité de façon rapide et sûre? Alors oui, si on te suit toi. Sinon, non, sinon c'est compliqué. Je pense que si vous faites, si vous allez en cours et puis vous écoutez tout ce qu'on vous raconte, ça va être compliqué. Moi, je me suis fait moi-même. Toi, tu t'es fait aussi tout seul. Et après, tu l'expliques bien aussi dans ta formation. On va donner un exemple. Mon fils Nicolas, il sort de Paul Bocuse en master. Il a fait un master 1. Ensuite, à l'INSEC, un master 2. On a regardé au niveau du coût des études. On est à peu près à 80 000 euros, quoi. En 2 ans? Ouais, en 2 ans, ouais, vu qu'il a dû s'expatrier sur Lyon. Et on lui a proposé un poste avec 1 750 euros net, quoi. Donc, incroyable. voilà. Donc maintenant, il a décidé de rentrer et on le prend sous notre coupe et il va reprendre le restaurant avec mon épouse. Donc là, il aura un salaire, on va dire, convenable, quoi. Mais, Donc, en gros, il a fait une école de commerce sur 2 ans qui a coûté 80 000 euros ouais, pour au final se voir proposer un salaire de 1 750 euros. voilà. C'est pas top, quoi.